Bonjour à toutes et à tous. Choisissez votre camp. Le débat a déjà commencé sur un autre sujet qui était prévu, mais on va s'en tenir à notre programme. Avec aujourd'hui, pour commenter l'actualité, Axel Lemaire. Bonjour, vous êtes député PS des Français établis en Europe du Nord. Vous êtes également secrétaire national du PS aux droits de l'homme. Gilles William Goldnadel, bonjour, président d'Avocats sans frontières, secrétaire national de l'UMP en charge de l'information et de la neutralité du service public. Oui, c'est une belle gageure. Oui, c'est une belle gageure. Vous êtes l'homme de la situation. Et je rappelle un de vos derniers ouvrages, Réflexion sur la question blanche, du racisme blanc au racisme anti-blanc, paru chez Gazevitch. Claude Pasternak, bonjour, président de La Matrice, c'est une agence conseil en opinion, stratégie et communication. Et puis vous êtes le fondateur de l'important.fr, c'est un site de veille média, 100% Twitter. J'encourage vraiment les gens à aller le consulter parce que c'est pour les curieux et les fanats d'infos, c'est une mine incroyable. Et puis François Dorcival, bonjour. Bonjour. Éditorialiste à Valeurs Actuelles. La une de Valeurs Actuelles, c'est le pape François, le mystère François. Un an après son élection. Voilà. Allez, revue de presse, on va commencer par les hebdos avec Paris Match. Donc il y avait un embargo hier, on n'a pas pu vous le montrer avec Virginie Leguet. C'est Schumacher, Corinna s'accroche à son amour. Une interview de la femme de Michael Schumacher. Et puis exclusif, c'est peut-être pour ça qu'il y avait embargo, Arnaud Montebourg, Love Story avec une actrice. C'est avec Elsa Zilberstein. Le Figaro, le gouvernement envisage le gel du salaire des fonctionnaires. Bruno Le Roux, donc hier, chef de file des députés socialistes, a déclaré que le projet était sur la table. Ce matin, Jean-Marc Ayrault l'a démenti, donc on va évidemment en reparler. Aujourd'hui en France, ces candidats qui sentent le soufre, des candidats qui sont mis en examen ou qui ont déjà été condamnés et qui font campagne comme si de rien n'était. Et puis fin de vie, le sort de Vincent Lambert fixé aujourd'hui. Libération, un djihadiste français en Syrie. La mort sera une récompense. Témoignage exclusif donc d'un djihadiste qui est parti avec sa famille combattre en Syrie. Et puis Libé reste mobilisé. Et ce matin, on a appris la démission de Nicolas Demorand. L'Opinion, avec à la une le dossier Buisson. Nouvelle polémique autour de l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Il est soupçonné d'avoir enregistré l'ancien président à son insu. Ça tombe bien puisque vous êtes son avocat, vous êtes l'avocat de Patrick Buisson. C'est Le Point qui a révélé cette affaire, qui pour vous n'en est pas une, mais qui affirme que Patrick Buisson aurait enregistré à son insu Nicolas Sarkozy ainsi que d'autres personnes, dont Nonce Paolini qui est cité par Le Point. Vous allez porter plainte pour diffamation ? Ah oui. Patrick Buisson m'a demandé de porter plainte. Oui. Et je prépare cette plainte parce que c'est une révélation d'une fausse information. Oui. Donc je ne peux pas apporter une preuve négative. Il n'y a rien, il n'y a aucun élément qui peut accréditer une telle sottise. Donc je dis très clairement que Patrick Buisson, mon client, n'a jamais enregistré à son insu l'ancien président de la République. Et tout le reste n'est que vile rumeur. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus, moi ? Ouais. Pourquoi elle n'est pas déposée encore, la plainte ? Mais vous plaisantez ou quoi Oui. J'aimerais pas être votre collaborateur. Non, mais je vous pose la question. Non, mais attendez, l'article de .fr, il date d'hier. D'accord. J'ai des stricts délais pour le faire, mais je vais essayer quand même un peu de la fignoler. Alors, comment vous comprenez cette affaire ? Bon, écoutez, comment on comprend des ragots, une rumeur établie sur rien ? Je ne sais pas comment ça marche. Moi, je sais que Patrick Buisson, dans un communiqué à l'AFP hier, a conjecturé, mais c'est une conjecture qui en vaut une autre. Il y a 15 jours, nous avions obtenu l'infirmation par la Cour d'appel du fait que la plainte contre Mme Taubira pour prise illégale d'intérêt n'était pas recevable. La Cour d'appel a dit qu'elle était parfaitement recevable contre l'avis du parquet de Mme Taubira. Et donc Mme Taubira va être convoquée devant un juge pour s'en expliquer. C'est une affaire grave. Bon, voilà. Et 15 jours après, par un hasard cosmique, on a des bruits de poubelle basés sur strictement rien qui arrive. C'est une conjecture comme une autre, mais je ne suis pas le mieux placé pour l'évoquer, mais je n'ai pas autre chose. Bah écoutez, nous de la même façon, on n'est pas les mieux placés pour pouvoir juger, on n'a pas les informations. Il n'en reste pas moins
Alors, on ne va pas faire un délit de faciès contre M. Buisson, mais on ne serait pas extrêmement... Ça commence mal quand on commence comme ça. Ah oui, mais bon, il faut quand même dire les choses comme elles sont et appeler un chat un chat. M. Buisson a quand même... Il a la tête d'enregistrer les gens à son insu. Je peux parler La tête, alors laissez-le terminer, oui. Donc, M. Buisson a un parcours politique extrêmement limite. C'est-à-dire, Ah bon? donc, oui, extrêmement limite. Qu'est-ce que vous appelez limite? Limite. Le journal Minute est un journal extrêmement limite, pour ne pas dire plus. Qu'il a des pratiques qui ont été reconnues à une certaine époque comme également limites. Donc je ne juge pas. Quelles sont les pratiques? Non mais soyez clair. Alors attendez, laissez-le finir. Je ne juge pas sur le fond, je dis simplement... Quelles sont les pratiques qui sont limites? On en reparlera. Ah bah c'est sérieux ça. Non, c'est sérieux et c'est honnête. Mais dites-nous quelles sont les pratiques qui sont limites. Vous savez, il y a dans les milieux journalistiques, on sait que certaines personnes ont des comportements qui sont des comportements douteux, et en particulier avec des collaborateurs, ce qui peut exister. C'est le cas de M. Buisson. Par rapport à quoi? Non, mais quels sont les faits précis? Je peux donner un exemple très précis. Le fait de refuser de respecter une minute de silence pour les victimes des attentats de l'OAS au moment de la guerre de décolonisation en Algérie, c'est ce qu'on peut appeler une pratique limite. Le fait d'être journaliste de 1981 à 1987 au journal Minute, qui est un journal d'extrême droite qui véhicule des idées racistes et antisémites, on peut considérer que c'est une pratique limite. Et c'est pour ça qu'il enregistre les gens à leur insu. Ma grand-maman, et autant il est important de respecter le principe de présomption d'innocence. La belle gauche qui défend la présomption d'innocence des gens. Alors attendez, nous verrons. Attendez, pas tous en même temps. Laissez parler Axel Lemaire. J'aimerais bien terminer, merci. Ma grand-mère disait, à jouer avec les loups, on finit par se faire mordre. En l'occurrence, celui qui a joué avec les loups, c'est quand même l'ancien président de la République. Nicolas Sarkozy a embauché, aux frais du contribuable français, un conseiller officieux en matière de sondage. Il se trouve que ce monsieur était et est un militant politique d'extrême droite, avec un passé politique effectivement sulfureux. Qu'aujourd'hui, des affaires, fondées ou pas, tendent à faire penser qu'il utiliserait des méthodes qui relèvent des Maurassiens, Charles Maurras, la théorie du complot, le recours à l'archivage, les enregistrements illicites, ce sont des pratiques liées à Maurras et à l'extrême droite, auxquelles appartient Patrick Buisson. François Dorcival. Parce qu'après, je voudrais faire un commentaire, mais sur ce point précis, cher Axel Lemaire, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le majordome de Madame Bettencourt était un Maurassien. C'était ça que vous étiez en train de me dire. Il se revendique de cette appartenance. Non, mais là, vous parlez du majordome. Le majordome qui écoutait les conversations et qui les enregistrait de Madame Bettencourt. Vous me faites dire des choses que je n'ai pas dit, monsieur. Non, bien naturellement, vous ne l'avez pas dit. Mais attendez, tous les gens qui ont un magnétophone ne sont pas maurassiens, François. Mais je poursuis votre pensée. Mais non. Vous la poursuivez mal. En train de nous dire. Non. Bon, moi, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est le fait que l'on concentre de manière absolument caricaturale sur Patrick Buisson, et ceci depuis plusieurs années, lorsqu'il était le conseiller de Nicolas Sarkozy, et depuis la défaite de Nicolas Sarkozy, on concentre tout ce qui s'est passé sous le quinquennat et depuis sur sa personne. Et effectivement, il a été perquisitionné combien de fois, Patrick? 5 fois, 6 fois 5 fois, 6 fois. Ouais. Et donc, tout a été perquisitionné. Vous imaginez que s'il avait des enregistrements de je ne sais quoi, ça n'aurait pas été saisi. Ouais. Donc, c'est un procès purement d'intention. Alors, encore une fois, je repose la question, pourquoi? Est-ce qu'au moment où on dit que Nicolas Sarkozy prépare un retour, ce n'est pas destiné à le griller totalement? L'article de l'Opinion ce matin dit que Pierre Giacometti reprend du service. On est dans un coup tordu. Donc, peu importe à la limite d'où ça vient, on ne le saura peut-être jamais. Ce que je veux dire simplement, après ce que j'ai entendu de la bouche d'une députée socialiste, c'est vraiment la caricature de la fausse gauche morale. De quoi parle-t-on? On parle de quelque chose de factuel. Un homme, parce que c'est un être humain est accusé pour l'heure sans preuve.
Madame le député socialiste ne sait rien. Madame la députée. Non, on peut en dire le député. Hein. Vous n'allez pas non plus me corriger le vocabulaire. Non, mais c'est mon titre. Oui. Madame le député socialiste considère que, au regard de quelque chose qui date de 20 ans, alors ça explique et ça peut accréditer les faits. C'est tout ce que je déteste dans le fait de fouler aux pieds le droit des gens. On verra ce que donnent les résultats de cette enquête. On vous dit simplement qu'on ne juge pas sur le fond. On n'a pas les éléments. La seule chose de dire, des éléments qui remontent à 20 ans. C'est le vieil amalgame. C'est le vieil amalgame des soi-disant protecteurs des droits de l'homme. Les sondages de l'Élysée, ça remonte pas il y a 20 ans. Les sondages, avec qui vous voulez, avec moi ça ne marche pas. Ça remonte à 2000. Ça ne marche pas. Et donc clairement et précisément, Monsieur Buisson est quand même l'homme qui a apporté des éléments qui sont des éléments factuels de sémantique de l'extrême droite. Donc c'est pas il y a 20 ans, lors de la campagne du président. Il y a même des gens à l'UMP qui lui reprochent aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qu'on lui reproche d'un point de vue légal? Moi, je ne parle pas de l'article, on n'a pas les éléments. Non, mais c'est dommage. C'est dommage que vous ne parliez pas. Attendez, comme vous n'avez pas des éléments sur. Vous parlez d'une personnalité. C'est ce qu'on fait. Oui, mais bien sûr. D'un point de vue politique, pas d'un point de vue judiciaire. Non, mais là, on n'a pas décidé. Non, mais attendez, on n'a pas décidé ce matin de parler de Patrick Buisson. On parle de Patrick Buisson parce qu'il y a cette accusation. Et à partir d'une affaire, vous avez décidé de lui tailler un costard pour justifier des choses que vous ignorez totalement factuellement. Pardon de le dire. Vous-même rappeliez qu'il y a eu 5 perquisitions chez lui. A priori, ce n'est pas nous qui avons décidé de lui tailler un costard, ce sont les juges français. Il doit bien y avoir une raison. Donc je ne sais pas où la morale se trouve, mais en l'occurrence, restons dans la justice. Vous êtes dans l'énormité juridique et morale. morale. On verra ce que donne l'enquête. Eh bien voilà, j'aurais préféré que vous disiez ça. J'ai commencé par là. J'ai commencé par là. Et par le rappel de la présomption d'innocence. Et demeurer dans l'amalgame complet qui est finalement typique de votre camp. Enfin, l'amalgame, vous êtes là en tant qu'avocat de M. Buisson ou en tant que commentateur politique? Je ne sais pas où est l'amalgame. Écoutez, vous me permettrez, en tant qu'avocat de M. Buisson et même en tant qu'observateur, de juger à l'aune de vos propos la manière justement dont vous vous comportez moralement et politiquement. Certain, je ne suis pas payé par lui pour commenter ses faits et ses agissements. Vous êtes la caricature même de la gauche morale qui croit encore, et c'est la seule à le croire, qu'elle est dans la morale. Et vous êtes très moralisateur en disant cela. Mais moi je pense qu'aujourd'hui, effectivement, je suis plutôt dans la morale. François Dorcival, et puis on arrête après sur ce sujet. Non, là on est dans le procès d'intention. Voilà. Donc je ne vois pas que, quelles que soient les prises de position de Patrick Buisson, celles-ci puissent interférer sur ce qui est une affaire de fait. Le Point maintient, on voit le tweet de Dominique de Montvalon, le Point maintient que Patrick Buisson a bien enregistré Sarkozy à son insu. Donc s'il maintient, ça veut dire qu'ils ont des preuves. Vous voyez ça comme ça, il faudra qu'il les présente. Oui, il faudra justement au moment du procès. Un mot sur les... Donc vous allez déposer votre plainte là, dans les jours qui viennent. D'accord. Un mot et un point sur les taxis ce matin qui sont toujours mobilisés, qui donc font quelques opérations un petit peu partout dans Paris, qui jouent au chat et à la souris. Que va-t-il se passer? Est-ce que c'est celui qui est le plus fort qui va gagner, c'est-à-dire la loi de l'emmerdement maximum, parce que les taxis sont quand même un point assez important quand même dans la capitale pour bloquer. Et ce matin, on a entendu Jean-Marc Ayrault dire « j'attends la médiation », etc. Combien de temps ça va durer? Et est-ce que le gouvernement va reculer et accéder aux demandes des taxis? Axel Lemaire. Alors moi, c'est peut-être parce que j'habite en Angleterre, mais je dois dire que je suis très choquée par l'attitude des chauffeurs de taxi à Paris. Oui. On critique beaucoup les conducteurs de train de la RATP ou dans les services publics lorsqu'il y a des blocages qui sont perpétués comme ça. Là, en l'occurrence, beaucoup, pas tous, sont des vandales. C'est-à-dire que non seulement ils bloquent, mais ils sont violents, ils mettent le feu à des voitures. Je marchais dans la rue avant-hier, le soir, il y avait une voiture de taxi abandonnée au milieu de la rue. Ça peut créer des accidents, ça peut engendrer des décès. Je trouve que ça met en cause leur responsabilité. Au-delà de ça, il y a quand même une série d'erreurs qui ont été commises dans le passé. On n'a jamais voulu vraiment gérer on n'a jamais vraiment voulu gérer ce dossier. Le numerus clausus était beaucoup trop restreint.
À Paris, il n'y a pas assez de taxis. Et au nom de la protection contre la concurrence, les chauffeurs de taxi sont les premiers à refuser l'arrivée de nouveaux entrants. Mais c'est au détriment des usagers. Donc, moi, le rapport de force, je trouve qu'on ne devrait pas y céder trop rapidement. Non, après, on ne sent pas beaucoup de fermeté de la part du gouvernement. Je connais mal la ligne. Après, il faut aussi les entendre. Le résultat pour eux, c'est que certains ont acheté une licence à 400 000 euros. Cette licence, elle va payer leur retraite. Aujourd'hui, je crois que le prix de la licence, c'est entre 230 000 et 250 000 euros. C'est aberrant, c'est beaucoup trop élevé. Voilà, donc il va falloir concilier des principes qui sont malheureusement le résultante d'une irresponsabilité passée, quoi. C'est une affaire qui déjà date de 50 ans. Et bon, la dernière négociation sur ce point a eu lieu en 2008 avec le ministère de l'Intérieur, qui était Mme Alliot-Marie, et à la suite du rapport Attali, qui naturellement demandait, une fois de plus, la libéralisation de la profession. Bon, il faut voir que cette table ronde a donné un certain nombre de résultats, mais il faut voir avec combien de temps. La mesure la plus lumineuse, si je puis dire, de cette table ronde, c'est le fait qu'aujourd'hui, les taxis ont une lumière verte pour dire qu'ils sont libres et rouge pour dire qu'ils sont occupés. Mais en dehors de ça, quand même, ils ont accepté à l'époque que 5000 nouveaux taxis arrivent sur le marché. Bien, donc tout ceci, ça date de 2008, nous sommes en 2014. Donc ça prend un temps fou. Et ça, c'est français. Parce qu'effectivement, il y a des corporations et ils se défendent. Au-delà, ma conviction, c'est que les moyens actuels de la technologie, le numérique, etc., font que, naturellement, tout ça est en cours de transformation. Allez, on s'interrompt pour le rappel des titres et on continue tout de suite après. La suite de Choisissez votre camp, nous parlons de la grève des taxis, enfin de la mobilisation plus particulièrement des taxis. Est-ce qu'ils feront plier le gouvernement ? Claude Pasternak, cette mobilisation semble effectivement quand même gêner. Moi, je trouve qu'il n'y a pas tellement de fermeté, encore une fois, de la part du gouvernement. Ce matin, Jean-Marc Ayrault a un peu botté en touche en disant on attend le rapport du médiateur, on va voir si... Écoutez, je pense que le gouvernement est dans une situation politiquement globalement difficile. Oui. Donc, c'est un constat et malheureusement c'est une réalité. Je pense, moi je viens d'un métier où on fait beaucoup de ce qu'on appelle du benchmark, c'est-à-dire on étudie ce qui se passe dans le monde sur des sujets identiques. La députée à côté de moi pourra en parler sûrement mieux. Il y a eu l'exemple de Londres. Londres, il y a une quinzaine d'années, le sujet s'est posé de la même façon et ils ont trouvé des solutions. Aujourd'hui, les taxis londoniens classiques sont de meilleure qualité, la formation est plus longue, c'est de 4 ans. Il y a un service complémentaire avec des berliers haut de gamme et tout s'est organisé. Et la meilleure, c'est que le syndicat des taxis traditionnels dit qu'en fin de compte, cette négociation qui est extrêmement difficile leur a permis de progresser et d'apporter des services nouveaux. Bon, je pense qu'en France, il serait temps, à un moment donné, de devenir dans le débat social un peu plus adulte et de permettre d'échanger, d'avancer sans aller obligatoirement dans l'affrontement. C'est-à-dire qu'on a accepté en France une culture ultra minoritaire. Je donne un chiffre, vous le savez que le taux de syndicalisation en France est le plus faible sur les 25 pays de l'Europe. Nous sommes le dernier en taux de syndicalisation et parfois vous avez des syndicats qui parlent en disant je parle au nom de la moitié des salariés et que vous faites l'addition de ce que ça représente, ça ne dépasse pas souvent, en particulier dans le privé, 1,75% de ces salariés. Oui, une fois que vous avez dit ça, vous constatez aussi les désordres que sont capables de mettre en œuvre les syndicats de taxi en question. Donc, c'est d'une certaine façon leur représentativité qu'ils mettent aussi en mouvement. Donc, méfions-nous du rapport entre la représentation syndicale des taxis et les mouvements qui sont actuels. Non, mais je crois qu'il y a 2 problèmes qu'il faut serrer. D'abord, les revendications des taxis qui peuvent être, au niveau du montant, par exemple, de leur plaque, parfaitement légitimes au niveau de leur inquiétude. Ensuite, des comportements poujadistes, parce que dès l'instant où il y a des motos, taxis, ça ne leur va pas. Dès l'instant où il y a des voitures de leur place, ça ne leur va pas. Et puis, il y a les méthodes. Les méthodes, d'abord, il y a une culture de la violence
des syndicats en général de transporteurs. Je ne vois pas la différence avec la SNCF, je ne vois pas la différence avec les camionneurs, je ne vois pas pourquoi vous devriez être plus clémente avec eux. Et je ne suis pas plus clémente, je fais au contraire la comparaison en disant qu'il ne faut pas l'être plus dans un sens. Je pense que dès l'instant où des syndicats se comportent comme des voyous, notamment en utilisant une forme de violence pour embêter, pour parler poliment, les usagers, les autres usagers, il faut avoir à leur égard une réaction sévère de manière unanime. Il n'est pas encore l'heure de faire, je crois, le procès d'intention du gouvernement. D'abord, les taxis, ce n'est pas franchement leur clientèle favorite. J'ai vu quand même que la police avait réagi, et elle a eu raison hier, devant des comportements voyous. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faut être sans faiblesse, mais les taxis devraient faire attention, notamment les syndicats voyous, parce que c'est plus facile quand même d'empêcher un taxi de nuire que d'empêcher un camion, par exemple, de nuire. On peut lui enlever plus facilement le taxi. Donc, moi, je crois qu'il devrait réfléchir, parce que dans les jours qui viennent, l'exaspération des usagers, notamment des gens qui roulent en voiture, risque de monter. Ils ne sont pas forcément gagnants. Voilà. Juste un exemple. Quand on arrive gare du Nord, des touristes ou des hommes d'affaires veulent prendre un taxi moto parce que ça va plus vite et ils sont prêts à payer le surcoût, à l'assumer parce qu'ils font ce choix. Eh bien, ils se rendent compte que s'ils n'ont pas réservé à l'avance, ils n'ont pas le droit de le prendre et que si jamais ils le prennent quand même, ils vont être contrôlés. Ça va prendre une demi-heure. Et donc voilà, moi je pense qu'on est effectivement, vous l'avez dit, dans une phase de transition, d'ouverture à la concurrence qui va être douloureuse. Il faut donc que chacun assume ses responsabilités. Mais qu'à terme, l'offre peut être complémentaire entre des voitures privées, entre des taxis parisiens. Alors le problème, c'est la distinction qui a été introduite entre artisans et salariés. Et les salariés sont beaucoup moins bien lotis que les artisans qui ont une plaque depuis longtemps et qui a pris de la valeur aujourd'hui. Donc il va falloir entendre toutes ces revendications, mais essayons de sortir par le haut de cette affaire. Allez, par le haut, ça veut dire du temps. Ça veut dire du temps, et là, il y a les taxis marseillais qui sont montés à Paris. Visiblement, je pense qu'ils sont déterminés et qu'ils vont continuer leur mobilisation. Sujet explosif pour le gouvernement, le gel de l'avancement des fonctionnaires. On n'arrive pas très bien à comprendre ce qui se passe. Vincent Peillon, la semaine dernière, a démenti avoir suggéré cette idée à Bernard Cazeneuve. Hier, c'est Bruno Le Roux qui, lui, a affirmé que le sujet était bien sur la table. Avec son autorité de président des députés socialistes. Et ce matin, écoutez Jean-Marc Ayrault, ce qu'il disait à propos du gel de l'avancement des fonctionnaires. Mais non, c'est pas vrai. Pourquoi annoncer des fausses nouvelles? Pourquoi se laisser aller? Demandez-lui. On n'est pas dans le concours Lépine des économies, ceci, cela. Tous les matins, on en sort une nouvelle. Laissez le gouvernement travailler, il travaille. Je suis le Premier ministre qui, avec Maryse Lebranchu, la ministre de la fonction publique, engage des discussions avec les fonctionnaires pour voir comment on peut améliorer leurs perspectives de carrière. Et donc, je ne suis pas favorable à la baisse du pouvoir d'achat des fonctionnaires. La question, elle est très claire. Voilà, la question est très claire. La question est très claire. Elle n'est pas très claire, en tout cas. Visiblement, quand on regarde ce que ça, effectivement, les économies que pourrait réaliser l'État, c'est une piste intéressante. Mais c'est une piste nécessaire, de toute façon, puisque l'État, ou plutôt le gouvernement, nous indique qu'il veut économiser 17 milliards par an. Là, il y en a 1 milliard. C'est ce milliard qui constitue donc ce gel. Eh bien, effectivement, la question qui est posée au gouvernement, c'est puisqu'il ne veut pas adopter la technique précédente, qui n'était pas forcément la meilleure, mais qui en tout cas faisait que les effectifs de la fonction publique d'État étaient diminués, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite, puisqu'il ne veut pas s'engager sur cette voie de diminution des effectifs, il va s'engager sur une autre voie qui sera la diminution des rémunérations des fonctionnaires et des retraites des fonctionnaires. Donc ce sont 2 postes qui malheureusement sont liés. Les chiffres, 120 milliards, c'est ce que représentent les traitements et pensions des fonctionnaires, et la masse salariale donc des 3 fonctions publiques représente un tiers des dépenses, publiques. Donc c'est un budget important. Qu'est-ce que vous dites de ce
cafouillage peut-être ou de ce couac. Bruno Le Roux, c'est pas n'importe qui quand même. Non, le mot c'est sur la table. Le mot cafouillage est quand même un peu fort. Remettons les choses dans leur contexte. Il y a une situation budgétaire très difficile. Vous l'avez rappelé, il faut trouver 53 milliards d'euros qui vont permettre, d'ici 2017, sur les 3 prochaines années, qui vont permettre de faire des économies. Le budget, on va plutôt dans le bon sens. L'année dernière, on a à peu près maîtrisé les dépenses. On n'a pas eu ce qu'on attendait et ce qu'on espérait du fait des prévisions de croissance qui n'étaient pas justes en termes de recettes fiscales. Donc, il faut trouver de l'argent. Donc, toutes les solutions possibles sont mises sur la table. Et celle du gel de l'avancement... Elles y sont pas, puisque Jean-Marc Ayrault dit c'est pas sur la table. Je n'ai pas de scoop à non, mais vous dites qu'il faut tout mettre sur la table. Après, j'imagine que ce sujet peut potentiellement être mis sur la table comme un autre. Moi, mon inquiétude, c'est effectivement celle de ne pas diminuer le pouvoir d'achat des fonctionnaires et c'est celle aussi de ne pas faire du à la hache et du systématique qui, par exemple, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. On sait très bien que la différence de rémunération entre fonctionnaires catégorie A, qui a beaucoup d'ancienneté et qui a de très fortes responsabilités dans une administration centrale, par exemple, à Bercy, n'a rien à voir avec le niveau de salaire d'un fonctionnaire catégorie C qui fait des tâches subalternes et qui est en plus souvent très démotivé dans son travail. Donc il faudra faire très attention si, attention, si jamais cette question doit être mise sur la table, à ce qu'elle soit examinée vraiment sous l'angle de la justice sociale. Après, l'idée que tout le monde devra faire des efforts. C'est vrai des salariés, c'est vrai des fonctionnaires, c'est vrai des entreprises. Quand on parle du pacte de responsabilité des entreprises et des contreparties qui vont peser sur les chefs d'entreprise, c'est pas non plus par hasard cette idée que tout le monde devra participer à l'effort collectif de réduction des dépenses. Je crois qu'elle doit petit à petit s'imposer dans les esprits. Moi, je vais aller un peu à contre-courant de ce qu'on dit, c'est-à-dire le sacro-saint volonté de diminuer les déficits. Cette volonté de diminuer les déficits a un sens en général en haut de cycle. Diminuer les déficits en bas de cycle, il y a beaucoup d'économistes qui vous diront que c'est extrêmement dangereux parce qu'il y a un effet pervers, c'est de ralentir encore plus la machine. Je vous donne un exemple. On a voulu taper sur les entreprises. Et ce qui m'ennuie, parce que le Parti socialiste a raison pendant la campagne électorale, a dit... et c'était le premier point du projet socialiste. Il faut défendre les PME parce que les PME ont créé 80% des emplois dans les 20 dernières années. Et une mesure qui est passée un peu inaperçue mais qui pèse extrêmement lourd aujourd'hui, c'est que le gouvernement a décidé d'imposer aux charges sociales les dividendes des SARL. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que les SARL, c'est d'abord les petites entreprises, c'est les commerçants, les artisans. Aujourd'hui, ils sont dans une situation où ils payent 30% d'impôts sur leur entreprise. Ils payent des charges sociales à titre personnel. Et puis maintenant, ils payent en plus 45% de charges sociales sur leurs dividendes avant de payer 40% sur leurs revenus. Faites le calcul, il ne reste rien. Ce qui explique qu'en 2013, nous avons un nombre de défaillances d'entreprises qui bat tous les records. Donc, c'est bien, à un moment donné, de se dire il faut réduire les déficits à tout prix. Mais d'un autre côté, quand vous réduisez les déficits, en ce moment, vous allez dans le centre de la France, qui est dans une grande désertification. Je vous donne simplement le chiffre de l'Auvergne. Cet été, en Auvergne, il y a eu 75% de dépôts de bilan en plus. Donc vous êtes dans des zones où déjà aujourd'hui, il n'y a pas d'économie. Et cette économie, on la tue et on tue. Deux choses. Quel lien avec les fonctionnaires ? Je vais rappeler ça. Deux choses. La première chose, vous tuez du lien social et deuxièmement, vous tuez de l'emploi. Ça participe à la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les fonctionnaires n'ont pas à subir, je pense, aujourd'hui, cette volonté de faire des déficits à tout prix. Nous avons besoin d'économie. Nous avons besoin de faire de la relance. Il faut un petit peu mieux équilibrer parce que cette volonté... et on a vu une étude qui est sortie dans les Échos avant-hier qui prouve qu'une grande partie aujourd'hui des économies que nous réalisons nous coûtent plus cher que les économies qui sont prévues. Ça, c'est commode. Ça, c'est très, très commode et c'est formidable puisque, effectivement, il ne faut surtout pas faire d'économies. Je n'ai pas dit ça. Ça va coûter plus cher. Attendez, je n'ai pas dit ça. Bon. Je réponds simplement que vous êtes dans un monde que vous connaissez qui est mondialisé, que les États-Unis ont obtenu, le président Obama a obtenu que la falaise fiscale soit reporté et ça n'a rien à voir avec le déficit français et ça ne vous pose aucun problème. Mais, pour revenir, pour recentrer le sujet, cafouillage, pas cafouillage, non mais clairement, parce qu'on peut...
Non, le sujet, c'est pas le cafouillage. Le sujet, c'est le sujet. Il y a la forme. Allons-y sur le fond. Il y a la forme, mais la forme est importante quand même. Ça vous gêne peut-être le cafouillage, mais c'est un vrai cafouillage. Et le mot cafouillage me paraît assez bien choisi. Vous avez effectivement Leroux, qui n'est pas n'importe qui a parlé de ça très clairement, que le gel des fonctionnaires était sur la table. Payon, on avait déjà parlé. Et même Madame Touraine, ce matin, sur France Inter, n'était pas catégorique non plus, autant que Monsieur Hérault. Donc, on a tâté le terrain, et il y a deux choses qui, effectivement, expliquent ce cafouillage. Il y a d'une part une nécessité économique et financière évidente. On a décidé d'engager 60 000 fonctionnaires. On les a engagés, ces 60 000 fonctionnaires. Et on l'assume dans l'éducation nationale pour essayer de rendre l'école française un peu plus juste. Oui, bien sûr, on voit, les résultats sont brillants. Vous assumez, mais... Ça se verra dans 10 ans, c'est sur une génération d'élèves qu'on voit, qu'on mesure la qualité de l'école. On a décidé d'embaucher, et en même temps, parce qu'on ne veut évidemment pas perdre la face par rapport aux agences de notation, on est dans l'obligation ardente financière et économique, effectivement, de pouvoir trouver de l'argent partout. On a essayé d'en trouver avec l'impôt, ça a été insupportable, et en plus totalement inefficace, puisqu'effectivement, trop d'impôts a tué l'impôt. Vous avez vu ce qu'on pense la Cour des comptes. Donc maintenant, on est obligé de faire ça, c'est existentiel, et en même temps, c'est sa clientèle. Pour les partis socialistes, c'est la clientèle à ne pas perdre, a fortiori avant des élections qui ne s'annoncent pas brillantes, d'où le cafouillage obligatoire. Voilà. Cour des comptes remise en cause par Benoît Hamon, qui a dit qu'on ne voyait pas bien de quoi elle se mêlait et ce qu'elle venait faire. J'ai plus confiance dans le socialiste M. Migaud que dans le socialiste M. Hamon. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même d'organisation par rapport à la fonction publique? Vous expliquez effectivement que tous les fonctionnaires ne sont pas les mêmes. Oui, précisément. Il y a trois fonctions publiques. La fonction publique d'État, c'est celle dont on parle le plus souvent. La fonction publique territoriale, qui comprend quand même le tiers de l'ensemble de la fonction publique, et puis la fonction publique hospitalière. Bien, la fonction hospitalière, on voit bien les nécessités que sont celles de notre système de santé. La fonction publique territoriale, c'est celle où on a accru l'essentiel des fonctionnaires depuis 15 ans. On a recruté 800 000 personnes dans ce domaine. Est-ce que le service rendu par ces 800 000 personnes correspond au recrutement et à la masse salariale que cela représente? Il faut quand même préciser que ça s'est accompagné d'un transfert de compétences. Il y avait des transferts de compétences. Pourquoi on a recruté? Parce qu'on leur a confié mais en même temps, des tâches et des responsabilités vous dites en même temps, pas opérées avant par les collectivités territoriales. Et c'est le président de la République qui le dit. Donc j'imagine que vous le suivez sur ce terrain en disant le millefeuille territorial ne peut pas continuer comme ça. Et donc ils sont engagés aussi à revoir tout ce qui est dotation aux collectivités locales. Donc cela se traduira forcément dans le fonctionnement des dites collectivités. Et je ne vois pas que la France était mieux administrée il y a 15 ans qu'elle l'est aujourd'hui. Mais quelle est la marge de manœuvre? Vous avez publié sur votre site l'important un rapport absolument hallucinant sur le taux d'absentéisme dans les municipalités. Un tutos nous avait passé une information qui était faite par Challenge. Et qui montrait les taux d'absentéisme dans les services municipaux. Les taux d'absentéisme sont 4 fois plus importants dans les services municipaux que dans un emploi de salarié privé. Et ça pose un problème parce que je pense que la fonction publique, au niveau le plus large possible, doit être exemplaire, surtout dans une période où, je rappelle, on a 5 200 000 chômeurs. On a 4 300 000 personnes. On a autant de chômeurs que de fonctionnaires. Non, il y a plus de gens à l'extérieur. Il y a plus de gens à l'extérieur du système aujourd'hui qu'à l'intérieur. C'est la grosse différence. Et juste à titre d'exemple, quand même, pour la ville de Montpellier, parce que ça permet de visualiser ce côté indécent dans cette période extrêmement difficile. La ville de Montpellier a accordé en 2011 6 semaines de congé à l'ensemble de ses salariés, ce qui est une très bonne chose. Mais en plus, chaque salarié s'octroie par année 39 jours de congé maladie en moyenne. Donc imaginez, vous prenez 39 jours de congé maladie plus 6 semaines,
Moi, je suis le premier à défendre la fonction publique. Il faut un État fort, il faut un État responsable, il faut un État qui régule. Simplement, il faut que cet État aussi soit régulé. Quand on a ça, il faut des sanctions. Et il n'y a aucune sanction. Il y a pas, on peut donner à Montpellier donc 39 jours par agent et par an, 32 jours à Strasbourg par agent et par an, 29 jours à Bordeaux. De congé maladie. De congé maladie, c'est-à-dire en plus des, en général, 5 ou 6 semaines. Villeurbanne, 28 jours. Clermont-Ferrand, 27 jours. Je rappelle congé maladie, 25 jours. Allez-y. Je pense qu'on ne peut pas nier cette réalité. Les statistiques parlent. Après, ce sont des congés maladie. Peut-être qu'au-delà du chiffre, il faut essayer de s'interroger sur les raisons qui peuvent pousser des agents locaux à demander à se mettre en congé maladie, c'est-à-dire sur certificat médical. On dit que le taux de dépression, que le taux notamment est très élevé. Pourquoi ? Je parlais de la démotivation. Vous pensez qu'ils sont non, mais c'est tellement facile de dire ils sont tous paresseux, ils prennent des congés. Non, j'essaie d'aller un peu au-delà du niveau pâquerette. Donc voilà, essayons de comprendre pourquoi il y a cette réalité et il faut effectivement la regarder en face et essayer de faire quelque chose. Et aussi, et là je témoigne parce que j'habite à l'étranger, on oublie trop facilement la qualité des services publics en France, et notamment au niveau local. Ce maillage territorial qui fait que partout, dans une ville ou un village, on va avoir la présence de l'État, que ce soit territorial ou central, c'est assez inédit en Europe. Et là aussi, c'est un gage d'égalité. Ça dépend quel rapport avec l'arrêt maladie ? Dans quelle entreprise privée aujourd'hui vous avez des salariés qui ont 39 jours d'arrêt maladie ? Il faut comprendre pourquoi. Moi, une grande compréhension sur certains sujets. Mais je vais vous donner un autre chiffre qui est passé également inaperçu, qu'on a mis dans l'important.fr. La catégorie socio-professionnelle, malheureusement, qui a le plus de suicides en France aujourd'hui, ce sont les agriculteurs. Non, c'est les chefs d'entreprise. Aussi. Les chefs d'entreprise, il y a aujourd'hui deux suicides par jour. Mais non, parce qu'ils n'ont pas de protection sociale. Et ils sont dans la situation que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas prendre 30% d'impôts, 45% d'impôts et 40%. Ce n'est pas possible. Non, mais la question que posait Claude, au-delà effectivement de ces chiffres et de la polémique, c'est quel contrôle ? Quel contrôle ? Et là, peut-être que l'État, au niveau de l'efficacité... non, mais vous imaginez... ces chiffres sont sidérants. Ces chiffres sont ahurissants. Il est sûr qu'il y a plus de contrôle, de manière plus stricte, dans le privé que dans le public. Parce qu'effectivement, l'entrepreneur privé, c'est son argent à lui. Enfin, ce n'est pas la peine d'être grand clair pour comprendre pour quelles raisons. C'est moins gênant. Non, mais on a besoin d'une fonction publique. Et globalement, on a plutôt une fonction... Non, mais écoutez... Donc on peut soit taper sur les fonctionnaires, soit essayer de comprendre et de dire on a besoin d'eux, mais il faut qu'ils soient plus efficaces. Ce ne sont pas non plus des vaches sacrées. Et je ne crois pas que la mairie de Montpellier soit plus efficace que la mairie de Bordeaux. Donc vous ne pouvez pas expliquer l'efficacité merveilleuse dans la fonction publique municipale avec ce lien, avec un absentéisme qui est inexcusable. Et n'essayez pas d'excuser l'inexcusable. Pardon. Allez, un mot sur donc, la décision du Conseil d'État qui a annulé donc, le décret autorisant les magasins de bricolage à ouvrir le dimanche. Là, le titre de Libé est assez bon sur le bricolage du gouvernement. C'est un décret qui donc autorisait jusqu'au 1er juillet 2015, les magasins ouverts le dimanche. Le Conseil d'État dit on ne peut pas passer un décret limité dans le temps puisque le public attend une pérennité. Donc le gouvernement annonce qu'il va reproposer un décret qui ne sera pas limité dans le temps. Je rappelle que ça avait été adopté pour un peu apaiser. Là, c'est encore une fois la forme et le fond. Ce qui interroge, c'est comment le gouvernement peut proposer un décret qui n'est finalement pas légal, d'une certaine manière. Mais je dois dire que c'est le président du Conseil constitutionnel qui, en répondant aux vœux du président de la République, a expliqué ça avec beaucoup de clarté. Jean-Louis Debré, donc au mois de janvier, en disant « Nous sommes effrayés, nous, au Conseil constitutionnel, là il s'agit du Conseil d'État, de la médiocre qualité, pour ne pas dire plus, de tout ce qui nous est transmis. On a le sentiment que les textes de loi, comme ceux des décrets qui aboutissent chez nous, ont été ni faits ni à faire. » Et ce cas ressemble à beaucoup d'autres, hélas. De la même façon que dans le domaine judiciaire, vous avez une photocopieuse qui n'est pas alimentée et qui fait qu'un individu est aussitôt libéré. Eh bien, c'est du même domaine, c'est-à-dire que la rédaction de ces textes, tout ce qui l'entoure du point de vue juridique, n'est pas soigné ni compétent. Axel Lemaire.
Moi, j'ai du mal à me prononcer sur cette question particulière du travail dominical parce que je ne sais pas pour quelle raison le Conseil d'État a annulé ce décret. Il a été annulé, je vais vous le dire. Il a estimé qu'il existait un doute sérieux sur la légalité du décret. C'est quand même grave. Autorisant temporairement les établissements de commerce à déroger à la règle du repos à la demande des syndicats. Donc, c'est parce non, mais ça répond pas à ma question. En fait, j'aimerais savoir, j'ai compris que le Conseil d'État considérait que le décret n'est pas légal au regard du droit, mais de quel droit et c'est quoi la... J'aimerais savoir une telle dérogation doit normalement avoir un caractère permanent dans la mesure où elle a vocation à satisfaire des besoins pérennes du public. Donc, en gros, concrètement, c'est qu'il y a eu un décret d'application temporaire. Ils ont dit ça sera jusqu'au 1er ou au 15 juillet 2015. Et il aurait fallu dire soit on ouvre, soit on ferme. Voilà. Bon, je pense pas que ça ait quelque chose à voir avec la qualité intrinsèque de la loi. En l'occurrence... Ils n'ont pas été au fond de leur considération légale et de droit. Le Conseil d'État est dans son rôle. La question de la qualité de la loi, ça fait 25 ans qu'on la pose. La une du point, la une du point, je ne sais pas si on peut la voir, qui paraît aujourd'hui, elle met en cause les capacités du gouvernement finalement à diriger. C'est l'amateurisme, je ne sais pas si on peut la voir, les sous-doués au pouvoir. Non, mais c'est l'absence de choix, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a blanc et noir lorsqu'on fait la loi. Il n'y a pas entre les deux. Que ce compromis ne fonctionne pas dans le cadre juridique. Donc le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Là, il y a accord entre les deux. On ne va pas être d'une cruauté inutile. La loi a été mal foutue. Elle était mal foutue parce qu'elle était de circonstance. C'est un décret, c'est pas une loi. C'était une loi, ça changeait. On parlait de manière générale, on est bien d'accord. Donc c'était mal foutu. C'était purement et simplement circonstanciel, et le Conseil d'État était dans son rôle, avec ironie, parce que la manière dont c'est formulé, c'est assez cruellement ironique par rapport effectivement à des amateurs. Allez, on n'a pas eu le temps de traiter le voyage de François Hollande dans la Silicon Valley, c'est Plantu qui le fait, à la une du Monde, son dessin, donc revient sur cette visite de François Hollande, des chauffeurs de taxi en colère contre les VTC, et c'est Hollande qui arrive avec un tapis rouge dans la Silicon Valley. On a vu qu'il y avait des VTC, ces véhicules de tourisme avec chauffeur, et on a vu que donc François Hollande s'était réconcilié avec les pigeons dans la Silicon Valley. Ce que je retiens surtout, c'est le tapis rouge déroulé par Barack Obama au président de la République française. Ça fait 20 ans que ce n'était pas arrivé, ça fait plaisir. Allez, on s'arrête. C'est l'heure du journal et on se retrouve demain.